Et puis merci de votre présence malgré les obstacles dus à la colère, cheminote. Drôle de nom. Bien. Alors, fidèle à notre vocation d'analyse et de prospective sur les grands enjeux du commerce et du marketing, le jury de l'Académie, piloté par notre confrère Jean-François Boss, au premier rang, que l'on remercie, ce jury a sélectionné, comme chaque année, les meilleurs ouvrages en marketing et en commerce, parus en 2022, et vous en aurez la primeur dans quelques instants. Alors ce soir, je suis particulièrement heureux d'accueillir comme président de cérémonie notre confrère émérite, André Torjman, qui va présider cette cérémonie. Alors dans notre pays où certains professeurs d'université enseignent la gestion sans avoir un réel contact avec le monde économique, André a connu un parcours exemplaire en 3 étapes. Docteur en sciences de gestion de la Sorbonne, diplômé de Harvard, il a été d'abord, pendant plus de 10 ans, professeur de marketing à HEC, puis directeur marketing d'Auchan, et depuis 15 ans, il a créé et préside toute une série d'entreprises qui sont affichées là, dont il vous dira quelques mots à l'instant même, puisque j'ai le plaisir de te passer la parole, cher André, si tu veux bien. Alors, tu peux plancher là. Oui, voilà. Merci beaucoup. Il y a 40 ans, cette académie me décernait le prix Paul Nicolas pour ma thèse. Et donc, c'est avec une certaine émotion que je suis devant vous, d'une part, mais aussi devant Jean-François Boss, qui a été mon maître, mon mentor, et avec qui j'ai pratiquement coécrit cette thèse. Maintenant maintenant que j'en suis diplômé, je peux le dire. Mais nous avons passé des heures et des jours ensemble, et j'ai pour lui une énorme gratitude, un énorme remerciement. Et 40 ans après, je te remercie encore. 40 ans se sont passés et le monde a changé. Et en changeant, il nous a changé aussi. Il a changé nos habitudes et notre façon de travailler, notre façon de consommer, notre façon de nous divertir, notre façon d'apprendre. Et le président m'a demandé, non pas de parler de ces changements que vous connaissez, mais quel a été l'impact de mes 40 ans de vie professionnelle et ce que j'en ai appris. Alors, j'ai appris d'abord que les changements, il fallait toujours les anticiper et jamais les subir. Parce que lorsqu'on subit le changement, on n'a pas les moyens de changer. Et je me suis appliqué à moi-même et à l'entreprise cette ligne de conduite en changeant moi-même 4 fois de modèle. D'abord le modèle académique. Là, j'ai appris de ce modèle académique la conceptualisation, la pédagogie. Et je dois dire que cela a été très utile à mon parcours de prof, mais surtout à mon parcours de manager chez Auchan. Ça a été utile à mon parcours de manager chez Auchan parce que je n'étais pas le meilleur en marketing, mais j'avais la pédagogie pour faire comprendre le peu de marketing que je savais. Et c'est ce qui m'a probablement permis de faire des progrès en marketing chez Auchan, ou à Auchan, on peut l'espérer d'avoir fait quelques progrès en marketing. Et si j'ai voulu quitter cette belle maison qui était HEC, c'est pas parce que je n'aimais pas enseigner. J'adorais enseigner. Mais à 44 ans, vous vous dites, qu'est-ce que je vais apprendre de plus dans les 20 ans qui vont venir? Et surtout, il y a une question qui vous taraude, c'est est-ce qu'un prof de marketing saurait faire du marketing? Et donc, lorsqu'Auchan m'a proposé, de façon très incongrue, de me recruter comme directeur de marketing, j'ai accepté. Et pourtant, c'était mal parti. Gérard Mullier,
il y a 3 choses qu'il déteste dans la vie. Les gens qui ont fait des études, les gens qui habitent Paris et les gens qui font du marketing. Autant dire que j'étais bien parti. Et c'est après 5 heures d'entretien avec lui qu'il m'a dit « Vous réussirez parce que vous êtes simple ». Et donc, il m'a engagé et j'ai donc changé de modèle, du modèle académique. J'ai pris mon deuxième modèle qui était le modèle de manager. De ce modèle de manager, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris l'implémentation des idées, la récupération des enjeux, l'importance d'avoir des collaborateurs heureux. J'ai donc appris de chez Auchan un certain nombre d'éléments qui me serviront plus tard, mais j'ai aussi appris qu'il fallait quitter son poste de directeur de marketing lorsque vous étiez au plus haut, d'une part parce que vous ne risquiez que de descendre, et de descendre pour aller où ? Dans un placard. Et donc j'ai décidé de prendre le troisième modèle de ma vie professionnelle, qui était le modèle d'intrapreneur. Intrapreneur chez Auchan, ça veut dire coactionnaire de la famille Mullier. C'est 3 ans et demi de négociation du pacte d'actionnaires, avant qu'ils comprennent qu'en donnant ma démission, il valait mieux me garder comme tout petit actionnaire que me laisser partir. Car dans la mentalité d'un entrepreneur, celle de Gérard Mullier, et il a dû réunir toute la famille Mullier, l'association familiale Mullier, pour débattre de mon cas pendant longtemps, en disant pour une fois qu'on a un cadre qui va être entrepreneur, on serait assez con pour le faire partir. Et donc ils ont accepté que je sois intrapreneur, c'est-à-dire que je mette mon argent dans un concept que je voulais développer, qui s'appelle Little Extra, et j'avais la volonté de créer ce concept au sein d'Auchan parce que j'étais convaincu que pour réinventer l'hyper, il ne fallait pas le faire dans l'hyper, mais il fallait le faire d'abord à l'extérieur de l'hyper pour le réimporter dans l'hyper. Et donc j'ai créé Little Extra. Mais j'ai compris aussi de ce modèle d'intrapreneur l'humilité, la résilience, la pudicipirité, mais j'ai aussi surtout entendu que les grandes organisations ne savent pas innover avec des petits modèles agiles. Et donc, en 2016, à un âge qui est fortement débattu aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma liberté en demandant de reprendre l'entreprise Little Extra à Auchan. Et donc j'ai été voir Gérard Mullier, je lui ai dit, écoute, ça ne va pas assez vite pour moi. Vous allez peut-être vous prendre un mur, et je n'ai pas envie de m'écraser comme une goutte sur ce mur, comme une mouche sur ce mur. Donne-moi ma liberté, je reprends Little Extra à mon compte. Il m'a dit, il y a une condition. Je lui ai dit, laquelle ? Que je sois actionnaire avec toi. Je lui ai dit, Gérard, pas de problème, sauf que tu ne seras pas majoritaire. Il m'a dit, André, je suis plus riche que toi. Je lui ai dit, c'est sûr, mais tu as toujours été majoritaire, je n'ai jamais été. Laisse-moi être majoritaire au moins une fois. Et il m'a dit, banco. Et donc, j'ai repris Little Extra à Auchan en 2016. Et là, j'ai appris que c'était bien de devenir propriétaire de ses idées et de son avenir. Et que, en fait, en coupant avec Auchan, je retrouvais l'agilité dans la mise en œuvre et puis l'ouverture d'un monde qui a changé pour moi. 2016. 2019, une entreprise qui s'appelle Dubruit dans la cuisine tombe en redressement judiciaire. Je veux regarder cette entreprise, non pas pour la racheter, mais par une curiosité malveillante, juste pour savoir combien ils payaient de loyer par rapport à ce que je payais moi-même. Donc je consulte le dossier. Je trouve le dossier intéressant. Mais pas pour le prendre. Mais personne ne veut prendre cette entreprise. L'administrateur me dit, Monsieur Tordin, vous êtes le mieux placé pour la prendre. Je lui dis, non, mais je ne vais pas la prendre. Il me dit, mais j'ai un entrepreneur breton qui ne connaît rien au retail,
Vous connaissez le retail, lui, il a l'argent. Pourquoi vous ne reprenez pas ensemble? Ah, j'ai dit, ça change tout. Banco. On va pour signer, mais une semaine avant la signature au tribunal de la reprise de la boîte, cet entrepreneur breton de grosse taille me dit « Désolé, je ne peux pas suivre, j'ai des problèmes internes dans ma boîte, je suis obligé d'abandonner. » Mais moi, entre-temps, je suis tombé amoureux de la marque du bruit dans la cuisine. Et je dis, je ne vais pas laisser du bruit dans la cuisine comme ça, donc je reprends du bruit dans la cuisine. Évidemment, personne n'a voulu la reprendre, et tous mes amis, mes bons amis, m'ont dit, surtout, ne fais pas ça. Vous me direz, je ne pouvais pas prévoir que 6 mois après, le Covid arriverait. Et donc, je reprends du bruit dans la cuisine, et 6 mois après, nous prenons le premier Covid, le Covid 2 et le Covid 3. Formidable opportunité. Parce que quand les magasins sont à l'arrêt, vous pouvez tout changer. Et donc, nous avons tout changé pendant cette période de Covid, réouvert avec du bruit dans la cuisine changé et du bruit dans la maison qu'on a inventé. Et nous sommes repartis en 2019 avec cette entreprise qui a été profitable et qui a commencé à gagner de l'argent. Et nous avons sauvé quand même 200 emplois. Que se passe-t-il en 2022? Une application de recettes de cuisine, Yumiam, est en redressement judiciaire elle aussi. 3 jeunes sortis de cette école font autant de pertes qu'ils font de chiffre d'affaires, ce qui est assez courant dans les startups. C'est pour autant qu'on les valorise très bien. On ne valorise pas leurs résultats, on valorise leur croissance. Ils perdent beaucoup d'argent, ils se font diluer. En se diluant, ils se disputent. L'application tombe en panne, elle ne marche pas, et on me dit, voulez-vous reprendre cette application qui ne marche pas? Je n'ai jamais vu fonctionner, elle ne marchait pas depuis 8 mois. J'ai dit, formidable opportunité. Moi qui ne connais rien au digital, c'est une façon de me lancer dans le digital. Soit j'arrive pas à la refaire marcher, et puis j'ai perdu un peu d'argent, soit j'ai réussi à la faire marcher, et je vais peut-être gagner beaucoup d'argent. Je reprends cette application en 2022, on la remet en marche, on fait marcher, et là, mes 4 modèles qui m'ont permis de faire mes 40 ans de carrière professionnelle, que ce soit le modèle académique, le modèle de manager, le modèle d'intrapreneur, le modèle d'entrepreneur, me facilitent pour le changement de modèle total de mon entreprise, qui est une entreprise de retail. Et le retail a cette particularité aujourd'hui, c'est que l'EBITDA fond avec l'augmentation des loyers, comme les glaciers fondent avec l'augmentation de la chaleur. Et comme vous avez un EBITDA qui fond, vous dites que si vous ne changez pas de modèle économique de votre retail physique, vous allez, comme les glaciers, fondre. Et me vient l'idée d'inventer un nouveau modèle économique du retail, qui est basé bien sûr sur le modèle physique, 32 magasins, du bruit dans la cuisine et du bruit dans la maison, qu'on va développer en doublant la taille par la franchise, et on aura, nous l'espérons, 70 magasins dans 5 ans. Donc le réseau physique est important. Le site internet, obligatoirement, il faut l'avoir, mais ce n'est pas là où on gagne le plus d'argent. Mais on va le développer avec une marketplace, certes. Mais qu'est-ce qui va faire la différence du modèle demain? Ce n'est pas d'avoir du physique et du digital, c'est d'avoir une communauté. Et une communauté de consommateurs engagés, à qui vous produisez un contenu pertinent et intéressant, et qui vont donc vous être attachés. Le contenu sur la cuisine, c'est facile. Il suffit de regarder les émissions en prime time sur les chaînes de télévision, et vous constaterez que ce sont essentiellement des émissions de cuisine. Donc, nous avons créé un studio de cuisine de 120 mètres carrés. Nous embauchons beaucoup d'alternants et de stagiaires jeunes avec plein d'idées. Et là, mon modèle de prof m'apporte beaucoup parce que je suis redevenu un coach pour ces jeunes qui trouvent la liberté de pouvoir créer du contenu. Ce contenu, on le poste sur Instagram, TikTok, etc. Mais surtout, ce contenu, on a une communauté Yumiam avec 1 200 000 personnes qui téléchargent, plus tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, qui vont télécharger en rentrant. Yumiam, c'est marqué là. Vous le téléchargez, ça vous donne des recettes, 38 000 recettes de cuisine adaptées à votre régime alimentaire. C'est un réseau social food, pas de publicité.
Youmiam crée du contenu et vous donne des recettes de cuisine, vous postez là-dessus ces recettes, et du bruit dans la cuisine, il vous fournit des ustensiles pour faire ces recettes. Et ces recettes sont à base d'ustensiles de cuisine, ce sont des marques, et ce que font les marques quand la communauté est importante? Ben, elles acceptent de payer. Et donc je suis dans le retail média. Je vends la puissance d'une communauté à des marques qui vont être vues par des contenus intéressants que je commercialise en quelque sorte auprès à la fois des marques d'ustensiles de cuisine comme des marques alimentaires, Nestlé, Danone et autres. Donc, la boucle est bouclée. Tous ces métiers qui m'ont amené à changer de modèle, et encore une fois, quand j'étais en haut et pas en bas, m'ont facilité le changement de modèle qui, à 70 ans, je le vis, mais comme une éternelle jeunesse. Parce que ce monde du digital, ben, aujourd'hui, on devient très sexy pour toutes ces jeunes applications et solutions qui veulent nous faire optimiser le dropshipping, la marketplace, l'optimisation du live shopping que nous allons introduire prochainement. Et on aura des émissions de live shopping. Et donc, vous voyez que et tout ça avec quoi? Avec des jeunes. D'abord, nous sommes très peu nombreux. Pour faire tout ça, au total, nous sommes 300 dans la boîte. Mais en service d'appui, qu'on appelle service d'appui parce que nous sommes en appui des magasins, pas siège, nous sommes en appui des magasins, service d'appui, moins de 20 personnes. Et sur ces 20 personnes, un tiers sont des stagiaires et des alternants. Et c'est ce qui apporte de la fraîcheur à la boîte parce qu'ils viennent réinventer tous les 6 mois ou tous les ans ce métier. Voilà. Voilà ce que j'ai vécu. Et ceci grâce à ces différents métiers qui m'ont tous appris quelque chose, qui me permettent aujourd'hui de faire une synthèse. Et j'espère bien, dans les 70 ans à venir, pouvoir le réenseigner à des élèves. Inch'Allah. Merci à vous. Merci infiniment, André, pour cette magnifique leçon de vie et pour toutes ces leçons pour tout entrepreneur dans le monde du commerce qui a beaucoup changé depuis des années. Merci infiniment. Tu peux rester à proximité puisque c'est toi qui vas délivrer ensuite les médailles. Mais en attendant, je vais demander à Jean-François Boss, président de notre jury, de venir nous dire quelques mots sur la façon dont ce jury travaille, d'une part, et d'autre part sur la synthèse qu'il a pu faire des quelques dizaines de bouquins qui ont été lus et analysés par chacun, par au moins 2 académiciens. Jean-François, comment fonctionne le jury et qu'est-ce que tu as tiré du cru de cette année? Bon, d'abord, je veux, en écho à André, rappeler quelques souvenirs plus ou moins merveilleux. Nous avons ensemble étudié la filière du jouet est devenue tellement que tu peux respirer au milieu. Que nous en savions plus que les meilleurs du secteur. On a eu la chance, lui et moi, à partir des États-Unis, d'organiser une folie de réception de boutiques de jouets qui s'est terminée sur un bateau du Club Méditerranée à voile, avec un sauna, une... Quoi? Ça, c'est un moment. Ce que ne vous a pas dit, c'est que André a été le président de cette académie. Et je me souviens de différentes choses qu'il avait faites. On a eu une remise de prix à Moati, qui s'est passée dans un amphithéâtre de la Sorbonne.
un petit amphithéâtre, mais c'était la Sorbonne. Et il avait également eu l'idée d'organiser un petit déjeuner dans des locaux de la Chambre de commerce à la Porte-Champéret, où on avait l'occasion de discuter ou d'entendre des gens raconter quelque chose. Bon, voilà pour ce qui est du formidable Torgmann, dont j'admire évidemment, comme vous-même, le parcours exceptionnel qu'on ne voit jamais en milieu universitaire. Je ne pense pas qu'on puisse citer un seul universitaire parmi nos amis qui ait monté une vraie boîte. Je ne parle pas des petits trucs intellectuels, mais une vraie boîte de commerce. Le prix est donné en 3 temps. Le premier temps, c'est le recueil des bouquins. Alors, il faut trouver tous les bouquins qui ont été écrits. On connaît les principaux éditeurs, mais il y a beaucoup d'éditeurs secondaires ou d'éditeurs particuliers, même qui n'ont qu'un livre dans leur collection. Et ça, c'est un travail lourd, parce que ça arrive par gros paquets, puis je dois l'envoyer au lecteur par petits paquets, et je passe mon temps à aller et venir entre les postes. Ensuite, les lecteurs donnent leur avis sous une forme assez formelle, et je les reçois, quand je les reçois, avec un certain délai, et avec souvent des doutes sur leur qualité de critique. Comme j'ai des doutes d'ailleurs sur mes propres qualités de critique, c'est très difficile de critiquer un bouquin, surtout sur des sujets qu'on connaît mal. Donc on critique. Certains d'entre nous ne critiquent que sur l'utilisation des mots anglais. Et quand il y a des mots anglais, ils fichent en l'air. Parce qu'on est l'Académie, en quelque sorte française, du commerce, et le faire en bredouillant du globish américain, c'est un peu agaçant. Mais on s'aperçoit vite que c'est aussi inévitable parce que les concepts sur lesquels nous nous fondons, pratiquement tous, je pourrais même dire tous, mais je suis un peu prudent, pratiquement tous viennent des États-Unis. Tout ce qui a de la valeur a été développé dans les universités américaines avant d'arriver dans nos propres universités. Tous les concepts, tous les trucs. Un bouquin qui a reçu un prix et qui parle de l'expérientiel ou de l'expérience des clients, finalement découle d'un article de 82 de deux professeurs américains qui ont dit en leur temps, et avec évidemment des recherches, le consommateur n'est pas seulement une machine raisonnable, multicritère, qui choisit les produits en fonction, c'était notre modèle ancien, en fonction de ces critères et de la valeur qu'il attribue à chacun des critères, et appuie, ce qui va d'ailleurs un peu dans le sens que nous signalait André, et appuie sur le fait que le consommateur, finalement, est quelqu'un qui va se faire plaisir, qui est soumis à des émotions, et qui choisit une marque ou un point de vente ou un système de vente en fonction de la qualité de l'expérience qu'il compte obtenir ou qu'il a obtenue par cette voie. Bien, je reviens sur André Torgmann, autre curiosité, les deux modèles de magasins, en tous les cas, avant qu'il aille encore plus loin, et ça, je n'arrive pas à suivre les origines, mais les deux modèles, ce modèle de Little Extra, pourquoi Little? On aurait pu dire Petit Extra, et ça restait français. Enfin, le modèle de Little Extra
Moi, je l'avais vu au Danemark, avec des magasins qui vendent n'importe quoi de pas cher, qu'on peut amener comme cadeau au lieu d'un bouquet de fleurs à quelqu'un qui vous a invité à dîner. L'autre idée, l'idée de superbes magasins de cuisine où c'est la fête, on avait tous aux États-Unis, dans les centres commerciaux, vu cette formidable chaîne américaine qui vend d'ailleurs essentiellement des produits français puisque c'est notre monopole, dont j'oubliais le nom, tu l'as ? Williams Sonoma, qui est un modèle, et un modèle très, très ancien. Je ne sais pas quel est leur état maintenant. Bon, voilà. Le troisième temps, après que les gens aient porté leur avis, et de ma part en grande partie, et de la part de l'Académie, d'essayer de cheminer vers des prix et des médailles, vers des bouquins qui nous passionnent particulièrement. Cette fois-ci, c'est une bonne année. Les bouquins sont pas mal du tout, on a eu du plaisir à les lire, ils sont très enrichissants, et puis ils nous racontent des histoires passionnantes. Nous avons donné 3 médailles et nous avons donné 2 prix. Les 2 prix, c'est un peu compliqué, mais nous sommes confrontés au fait que la plupart des bouquins maintenant sont écrits par des groupes de gens et pas par simplement des auteurs. Des gens dirigent des groupes de travail, des doctorants ou des collègues, et ça vient de 2 choses. La première chose, c'est que la plupart des universités ont développé des centres de recherche pour des raisons administratives diverses. Il faut bien que ces centres de recherche fassent de la recherche et la fassent de façon ordonnée. Et la deuxième raison, c'est que sur les sujets fins, personne ne connaît tout, et par conséquent, il y a peu d'auteurs qui arrivent à écrire un bouquin entier sur un sujet pointu. Donc on a besoin de faire appel à d'autres gens, et pour faire appel et qu'ils répondent, il faut mettre leur nom dans le bouquin. Il y a donc énormément de bouquins collectifs, et un des prix que vous verrez est un prix collectif, l'autre prix est un prix individuel. De la même manière, pour les médailles, il y a du collectif et il y a de l'individuel. Je passe maintenant la parole au rédacteur de la première médaille, celui qui est là, je ne sais pas lequel on va avoir, pour Objectif Mars. Alors, Objectif Mars est représenté par une représentante de la maison Personne, qu'on va inviter sur l'estrade, puisque les 2 co-auteurs sont aux États-Unis en ce moment. Bonsoir. Donc, nous avons l'honneur en tant qu'éditrice de représenter nos brillants auteurs qui sont retenus par leurs obligations d'enseignement et de recherche aux États-Unis, ce qui explique aussi ce bel ouvrage que vous ne connaissez peut-être pas tous, mais que je vous invite à découvrir. Alors, en tant qu'éditrice, j'ai eu vraiment tout de suite le coup de cœur pour ce livre, parce qu'il raconte vraiment une histoire, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est vraiment, on sent que les auteurs ont acquis et intégré complètement les codes des essais anglo-saxons, et du coup, on a vraiment ce côté très vivant. Chaque chapitre est une histoire de start-up française, internationale. On a des Français comme Cardiologues, par exemple, etc., que vous découvrirez. Et chaque chapitre raconte vraiment une histoire du début à la croissance, parfois la fin ou les déboires aussi, hein. Mais c'est avant tout un livre très optimiste. On ne cache pas les échecs, on ne cache pas les difficultés. On décrypte vraiment l'aventure entrepreneuriale dans toute sa complexité. Et en même temps, c'est un livre très humain. On sent bien que les phases critiques, les moments où il faut s'entourer des bonnes personnes, les moments où il faut faire des choix difficiles également. C'est vraiment, pour moi, ça a été une super expérience. Et je trouve que les auteurs ont vraiment réussi, en se basant sur leurs matériaux de recherche et d'enseignement, à faire ressortir toute cette
cette humanité en nous qui peut faire de nous demain des entrepreneurs ou des intrapreneurs, comme le disait M. Torgman, puisqu'il y a aussi ce volet-là, évidemment. On peut aussi innover au sein de son entreprise, ce qui est un aspect très important. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts à enfiler votre combinaison pour décoller sur Mars et rivaliser avec Elon Musk. Mais voilà, donc le livre est sorti chez Pearson en septembre et vous le trouverez évidemment dans toutes les bonnes librairies. Voilà, merci beaucoup. Merci Delphine. On peut rajouter, si Delphine le permet, que en fait, ce livre tire les leçons de plusieurs années de direction de la part des deux auteurs du master Polytechnique HEC, qui chaque année forme 20 à 30 polytechniciens et diplômés d'HEC pour lancer des entreprises. Merci. Donc l'école où j'ai étudié et celle où j'ai enseigné se sont enfin unies. Là encore, d'ailleurs, en poursuivant l'idée d'un autre. Nous subissions à HEC la présence d'un professeur complètement différent des autres qui s'appelait Robert Papin. Robert Papin, après avoir été nageur de combat, avait passé la grègue de gestion et ensuite un doctorat de droit. C'est dire ce qu'il couvrait comme espace. Et il a monté une majeure qui s'appelait la majeure entreprise pour laquelle les élèves s'entretuaient. Certains élèves avaient des entreprises familiales qu'ils voulaient reprendre à leurs parents et ça les intéressait, la forme d'enseignement les intéressait, et d'autres avaient des idées d'entreprise qu'ils voulaient développer. Ce que l'on trouve dans ce bouquin Objectif Mars, c'est tout ce que doit savoir un futur créateur d'entreprise. C'est admirablement bien fait, c'est un vrai plaisir à lire, comme nous le disait l'éditrice il y a un moment. En deuxième présentation, je vous propose une autre médaille. Cette fois-ci, elle est due à un petit groupe de gens dirigé par Yves Anania. Ce n'est pas un collectif, c'est quelques auteurs. Et ça s'appelle « Le luxe contre-attaque ». Anania a également écrit d'autres bouquins sur le luxe. Mais celui-ci nous a paru particulièrement intéressant. Et nous allons entendre... Monsieur Anania est là? Il y a quelqu'un? Alors, est-ce qu'ils sont là? C'est pas évident. Il y a eu pas mal de déclarations de retard. Je n'ai pas la liste. Il y a également un prix qui devrait passer avant de la fin. Donc, on n'a pas d'Anania. On passe au suivant. Le suivant, je sais qu'elle est là. Elle a publié un bouquin qui s'appelle, moi ça me choque parce que j'ai fait beaucoup de latin chez les jésuites, un bouquin qui s'appelle Date Humanum, ce qui constitue en latin un barbarisme abominable. Mais bon, chacun choisit la partie du latin qu'il veut bien partager avec les autres, qu'il veut bien utiliser. Nous allons entendre Hélène Zetoun, qui a un parcours assez étonnant. Elle a passé un certain temps dans la Sloan School du MIT, qui est absolument la mecque de l'intelligence artificielle et qui l'est depuis des années. Et elle a été directeur dans des boîtes aussi importantes pour nous que l'IFOP. Non, c'est pas l'IFOP. Que Ipsos et que la très grande boîte d'origine allemande, GfK. Maintenant, elle nous le dira, elle commercialise dans une société à elle son savoir-faire, le savoir-faire qu'elle a rassemblé. Hélène, tu viens ?
Merci beaucoup, je suis ravie, je suis très heureuse. Quand j'ai eu un coup de fil de Jean-Paul, j'étais surprise et heureuse. Merci Jean-Paul, merci à tous, merci à Zisla aussi, puisque c'est elle qui m'a dit « Tiens, peut-être que tu devrais soumettre ton bouquin à ce jury ». Et ça m'a permis de reprendre contact avec des amis que je connaissais depuis très longtemps, puisque Jean-Paul, je pense qu'on peut dire que ça fait une trentaine d'années, puisque je rentrais à la Sofres il y a quelques années, et quand tu étais directeur général aux côtés de Pierre Veil, et moi j'étais jeune chargée d'études dans cette belle maison. Et nous avons gardé contact au fil du temps, notamment au travers de l'AFM, puisque je suis quelqu'un d'entreprise, mais j'ai toujours eu un lien très fort avec le monde universitaire et académique, qui m'a toujours nourri conceptuellement, et je fais partie des gens qui pensent qu'il faut conceptualiser pour être concret, avancer, anticiper, et avoir un peu un projet. Et donc ça m'a toujours nourri, et donc je suis d'autant plus heureuse de boucler une sorte de boucle aujourd'hui avec ce prix. Donc je suis très honorée, je suis très touchée, je suis très émue par cette reconnaissance. J'en attendais pas tant, mais j'ai envie de vous en parler un tout petit peu, là, puisqu'on me laisse la parole, et donc j'en profite. Donc, d'abord, effectivement, Datae Humanum, c'est carrément, ça se fait pas du tout de dire ça. J'aurais dû dire Datae Humani, ou j'aurais dû dire Data Humanum. Mais j'avais envie de faire le parallèle par rapport à Errare Humanum Est. Donc c'était Datae Humanum Est, parce que je pense que la data et l'univers de la transformation digitale en général et du lien à la data, et justement, il faut le rentrer dans un environnement humain, et le sujet est d'autant plus actuel probablement aujourd'hui qu'il ne l'était au moment de la parution de cet essai et au moment de mes transformations digitales dans des grands groupes. Mais en tout cas, je pense que ça a toujours été un gros mot, cette transformation digitale, peut-être quand ça s'appelle Data Humanum encore plus. Mais et aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est encore plus un gros mot, parce qu'on a l'impression qu'il y a des poussées d'urticaire de tout le monde dès qu'on prononce ce mot. Nous, ici, on dit numérique. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Oui, je sais bien, mais voilà, ce sera un autre débat. Alors d'ailleurs, également merci, parce que j'ai mis un certain nombre de termes anglophones, certes en italique, mais dans ce livre, précisément pour la raison que tu précisais, qui est le fait que conceptuellement, en fait, c'est très difficile de traduire ces termes, parce que ce sont des concepts, ce ne sont pas juste des termes, des mots, ce n'est pas juste de la sémantique, ce sont des concepts. Et donc c'est compliqué, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé du mieux que j'ai pu, mais j'ai quand même laissé pas mal d'anglais, toujours en italique. Bref. Le contexte qui m'a amené à écrire ce livre, c'est un contexte de vécu, parce qu'effectivement, j'ai eu la chance, j'étais mobilisée, excitée par des projets en tant que directrice générale dans l'univers des études de marché et des sondages, des projets de transformation digitale, donc par la data, la donnée, parce que c'est l'univers qui s'y prêtait, et que également je connais bien la donnée depuis longtemps, sous l'angle statistique, donc sous l'angle analytique, sous l'angle de ce qu'on peut en faire du côté positif des choses pour décrypter des comportements, des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, et en mettant les choses ensemble, tout d'un coup, paf, c'est magique, et on se rend compte de plein de phénomènes exceptionnels, et donc je pense qu'au niveau de la compréhension du monde, ça joue un rôle important, ce qui m'a toujours animée dans ce métier. Donc du vécu de la transformation digitale, et c'est pas neutre, ça m'a beaucoup plu. De l'observation, j'ai beaucoup observé en étant dans des boîtes d'études, vous observez comment les marques évoluent. Monsieur Torchman parlait de marques qu'il aime. Effectivement, ça fait aimer plein de marques sur lesquelles on travaille dans des univers très différents. Et donc effectivement, cette observation de comment les marques se transforment, c'est également un apprentissage au quotidien, soit par rapport à soi-même et soit par rapport aux marques et par rapport aux autres. J'ai eu un besoin de conceptualisation parce que j'ai toujours eu ce besoin, mais il y a des moments de vie où on en a encore plus besoin. Et effectivement, dans un moment de vie où c'est compliqué dans les environnements où on a besoin de se libérer un peu, exactement comme ce que vous avez dit, il y a besoin de conceptualiser avant de passer à autre chose, parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai décidé d'être entrepreneur. Et puis un besoin de transmission, parce qu'on se rend compte à un moment donné, je pense que j'ai toujours eu un petit peu ça, d'ailleurs j'ai donné des cours tout au long de ma carrière, mais on a encore plus à un
moment besoin de transmission. Et finalement, cette écriture, moi, c'est mon premier bouquin. Vous en avez sûrement écrit beaucoup plus dans cette salle, vu l'environnement académique essentiellement dans lequel vous êtes. Et donc, cette transmission, c'est quelque chose qui me porte aujourd'hui. Et donc, la reconnaissance que j'ai avec cette médaille est d'autant plus belle, parce que peut-être qu'elle peut favoriser d'autant plus la transmission que je peux faire au travers de ce bouquin. Alors, pourquoi je l'ai écrit ? Je l'ai écrit parce que je trouve que sur la transformation digitale, il y a énormément de malentendus. Il y a plein de faux semblants dans les organisations. Il y a plein de... on coche une case pour mettre dans un rapport annuel qu'on a fait de la transformation digitale. Il y a des fausses croyances. On a l'impression que ça coûte cher et que ça ramène rien. En réalité, quand c'est bien fait, ça ramène beaucoup. Mais quand c'est pas fait, ça fait perdre beaucoup. Il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup de peurs. Et les peurs, en général, on n'en parle pas, mais on les ressent et c'est pire que tout. Et donc, par rapport à tout ça, par rapport au fait, en plus, aujourd'hui, que dans un environnement de crise, on a l'impression que c'est ce qu'il faut couper parce que ça coûte cher et que parce qu'on parle plus de RSE aujourd'hui, on a l'impression que c'est la RSE qui prime par rapport au digital et que le digital, c'est bon, on a vu ça depuis longtemps, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais bon, OK, it's over. Pardon, désolée. Et bien du coup, j'avais envie d'éclairer quelque chose et passer au-delà de ces malentendus. Deuxièmement, c'est que j'avais envie de montrer en quoi un dirigeant d'entreprise, et quelle que soit la taille de l'entreprise, doit pas juste le faire à des fins d'avantage concurrentiel du futur et d'anticiper son futur, mais doit le faire en termes de responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on touche à la transformation digitale, en fait, on touche aux données, on touche à l'IA, parce que c'est ça, en fait, qui permet de travailler avec des actions pertinentes autour de la transformation digitale. Ce n'est pas juste du marketing digital dont on parle. Et quand on touche à l'IA, eh bien, encore plus aujourd'hui, il y a une espèce de cristallisation autour de ChatGPT, mais ce qui était vrai également avant de parler de ChatGPT, on est soit dans une économie où un peu presque une économie de mort, si on caricature un peu, où en réalité tout le monde a peur de l'IA et par les dangers de l'IA, les dangers vont se démultiplier s'il n'y a pas de compréhension, s'il y a beaucoup d'ignorance derrière. Et de l'autre côté, si on s'en occupe et si on s'en occupe bien, et si on rentre dans une société plus apprenante, plus responsable, pas seulement pour faire du profit financier dans l'entreprise avec la transformation digitale, mais également pour avoir un impact humain, social, sociétal, de faire apprendre, de faire comprendre, de faire appréhender, et pas forcément par des techniciens et des ingénieurs, mais par des commerciaux, par toutes sortes de profils dans l'organisation qui doivent pouvoir appréhender ça. Dans ces cas-là, vous transformez l'IA en IA qui peut aider à du renouveau de l'organisation. Et je pense que toutes les organisations ont vraiment besoin de renouveau. C'est mon troisième point qui m'a animée dans l'écriture de ce livre, c'est le besoin des entreprises, de beaucoup, parce qu'il ne faut pas caricaturer non plus, mais en tout cas de beaucoup d'entreprises, de respirer, de passer à un modèle différent. Alors, je ne parle pas du modèle des startups, qui est encore différent, mais dans les grandes entreprises, de passer, on est un peu à la fin d'un modèle de management, et donc faire respirer sur un nouveau modèle de management. On parle de nouveau business model, comme vous disiez, mais c'est le nouveau business model, mais c'est aussi tout ce qui va autour, toute l'animation de ce nouveau business model en termes humains dans l'organisation, puisqu'une entreprise, c'est quand même une somme d'individus avant d'être un portefeuille, en fait. Et donc, je trouve qu'on est dans un moment où il y a énormément de process qui étouffent les gens, énormément de paradoxes dans les organisations. On parle d'agilité, mais l'agilité, très souvent, est vécue comme du plus vite que comme du mieux vite. On est dans un environnement où, finalement, on a besoin de libérer les choses. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de non-dits, et on a besoin de libérer. Et là-dessus, paf, on rajoute la RSE, on ne sait pas comment faire, il y a de l'inflation, il y a de la crise, et le digital, c'est bon. Et en fait, comment, au contraire, utiliser ce digital dans le sens de la puissance de feu que peut apporter la donnée, mais si on la maîtrise et si on est capable de la comprendre et de l'appréhender pour son business, comment faire pour en profiter, pour renouveler l'organisation, pour renouveler le système de management. Et donc, ce livre, c'est une sorte de
plaidoyer, comme disait Dominique Desjeux, je ne vois pas où il est, Dominique, qui m'avait fait le grand plaisir de commenter ce livre une fois qu'il l'avait lu, et vraiment très honoré de tes commentaires. C'est un plaidoyer pour renouveler, pour faire évoluer l'organisation de l'intérieur, pour... et c'est pas seulement pour les grandes entreprises, c'est également parce que je pense qu'il y a un fossé sur les PME et les ETI qui sont pas très bien représentés dans tout ce qui est transformation digitale et data. C'est soit grandes entreprises, soit start-up, et au milieu, il y a quand même une grande partie de l'économie du monde qui est finalement pas tellement bien couverte. Donc, comment faire en sorte d'intégrer de manière la plus fluide mais quand même engagée possible cette transformation digitale et data. Derrière, dans le livre, si vous le lisez, il y a une méthode, et effectivement, j'ai été très inspirée par beaucoup d'échanges avec le monde académique, et notamment le MIT Sloan, avec lequel j'ai eu la chance de participer à leur Innovation Lab pendant plusieurs années, et qui était particulièrement inspirant, vraiment, vraiment génial. Donc une méthode dans l'exploitation intelligente humaine des données au service non seulement des finances de l'entreprise et du côté économique, mais surtout des gens et du futur, en fait, de la société, d'une certaine manière. Une philosophie, parce qu'on ne parle pas souvent de philosophie dans l'entreprise, et ça fait un peu parfois bizarre. En réalité, je pense qu'on est à un moment plus que jamais où on a besoin de réhabiliter la philosophie dans l'entreprise et créer un pont avec le monde économique. Alors on en parle un tout petit peu maintenant que l'IA fait peur à tout le monde et qu'il va bien falloir faire quelque chose parce qu'on ne peut pas aller en arrière. Mais je pense qu'on se doit, en tant que dirigeant aujourd'hui, de réhabiliter d'une certaine manière la philosophie dans l'entreprise avec une vision qui embarque mais qui est pertinente et qui permet de transcender les peurs et de transcender tout ce qui ne fonctionne pas forcément bien dans les cultures historiques des organisations. Et enfin, dans ce livre, vous trouverez plein de moyens et de vécus sur le développement d'un rapport à la technologie et d'un rapport à la donnée et au digital, donc d'un rapport humain, parce que finalement on parle de rapport humain à la technologie, qui se veut être le plus fluide possible, le plus normal possible. C'est faire en sorte que ce ne soit pas un gros mot, mais que ça rentre dans la vie des gens, dans l'entreprise, et faire en sorte que ce ne soit pas juste l'apanage des gens de la technologie et des ingénieurs qu'on fait l'X, mais que ce soit accessible à tout le monde. Donc l'accessibilité, la transversalité, bien sûr, sont des mots-clés, mais aussi le fait que quand on parle technologie, quand on parle transformation digitale, quand on parle data, données, on n'est pas dans un mental rationnel uniquement, on est aussi dans un mental intuitif, on est dans de l'humain, et peut-être que c'est le moment aussi de se rappeler ce que nous disait ce monsieur Einstein, que le mental rationnel, c'est un serviteur fidèle, mais le mental intuitif, c'est un don sacré. Merci beaucoup. Merci Hélène. Tu vas rester une minute encore si tu veux bien, parce que le président Torgmann va remettre les trophées et les diplômes. Et j'invite, si elle est toujours là, Delphine Galtier à venir récupérer les médailles et diplômes à donner aux auteurs d'Objectif Mars. Il y a deux auteurs et une médaille. Deux auteurs et une médaille. Voilà, c'est la dame qui est derrière. Voilà. Merci pour eux. Ah oui, volontiers. Avec nos médailles. Merci, félicitations. Photo. Et si Jean-François veut bien revenir sur scène pour présenter les prix, en commençant par le prix collectif, puisque la personne qui va le recevoir a une contrainte.
de temps. Bravo. Alors, après les 3 médailles, dont seulement 2 ont pu s'exprimer, nous pouvons évoquer, et vous le trouverez dans des notes qui vous seront envoyées par Internet, 6 bouquins dont l'intérêt nous a semblé mériter une remarque. C'est la transformation digitale pour tous, le commerce en devenir, la révolution BICOP et un bouquin qui s'appelle La cause et l'audace sur assez largement sur les startups, et un bouquin qui s'appelle, j'arrive même pas à lire, Révolution du commerce dans une société en transition, qui est le bouquin le plus proche de la préoccupation qui historiquement a été la nôtre, qui était de suivre les évolutions du commerce. À ces bouquins s'ajoute un bouquin tout à fait extraordinaire de Jean-François Trunkecoste, qui n'est pas vraiment dans notre domaine, et pour ça on l'a sorti de la liste, sur l'épistémologie. Ce bouquin est nécessaire à tous ceux d'entre nous qui sont préoccupés par la science de la science. Et qui ont des étudiants doctoraux. Bon, maintenant, les représentants des livres ne sont pas là. L'auteur de communication est arrivé. Et qui passera en dernier. Avant ça, donc, il y a le prix collectif, si tu veux bien. Et le prix collectif a-t-il un représentant? Oui, la réponse est oui. Ah ben voilà. On attend le représentant du prix collectif qui s'attache à un bouquin dont le titre est « L'expérience, objet académique et réalité managériale », mené par 2 directeurs, l'un qui est Marc Filzer et l'autre qui est Claire Roderer. Ce bouquin traduit le mariage de la Bourgogne et de l'Alsace, qui donne tout de suite assez soif, autour d'un espèce de centre de recherche qu'ils ont créé entre eux, et qui s'est penché autour de celui surtout de Filzer, et qui s'est penché sur justement cette nouvelle version ou cette nouvelle explication du comportement du consommateur, non plus par la raison, mais par l'expérience et par les affects. Alors, c'est clair? Oui, c'est clair. Alors, Claire, c'est l'Alsace. Mais le doctorat était bourguignon, non? Qui ça? Ton doctorat était Oui, j'ai fait bourguignon. ma thèse avec... Elle a fait sa thèse avec Filzer. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment... tous les auteurs, co-auteurs ont été très, très honorés, touchés de la mise en avant de l'ouvrage, l'expérience objet académique et réalité managériale. Alors, les co-auteurs sont nombreux. Là, c'est effectivement avec Marc Filzer et moi, on a coordonné, écrit quelques chapitres. Mais on a aussi François Simon, Yacine Ouazani, Marion Roig, Damien Chanet, Fuad Firat, ils ont coécrit un chapitre ensemble.
Tony Valentini et Tatiana Henriquez, Richard Waman Ramirez. En fait, qu'est-ce que c'est cet ouvrage? Alors, effectivement, c'est amusant parce qu'on parlait d'Holbrook et Hirschman là, en introduction, et c'est vrai qu'ils ont inspiré tout un courant de recherche, beaucoup à Dijon, hein, puisque moi-même j'ai eu le plaisir de faire ma thèse sous la direction du professeur Marc Filzer il y a quelques années déjà. Et puis finalement, toute autour de l'expérience, on a proposé de créer, alors c'est pas un c'est une chaire d'entreprise, donc je salue les entreprises qui nous soutiennent, Hager Group, Schmidt Group et Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Donc on a des entreprises qui mettent dans leur plan stratégique l'expérience et qui entendent, ils ne sont pas en compétition directe, mais ils entendent réfléchir avec le monde académique autour de ce concept qui est un peu, pour certains, peut-être beaucoup vu, beaucoup entendu. Et j'espère qu'en lisant, en vous intéressant au livre, vous verrez qu'il y a vraiment des regards très différents et que d'un mot que tout le monde partage, on peut avoir des réflexions très différentes. Donc effectivement, en lisant l'ouvrage, vous verrez qu'il y a une synthèse, l'expérience et après, par Marc Filzer, et qui regarde comment le concept a évolué et vers où il va. Et plateformisation, effectivement, on s'est intéressé aux plateformes avec un regard un peu de se dire que ça existe depuis longtemps, que peut-être les plateformes, c'est pas un buzzword, mais c'est une réalité, c'est des canaux de distribution. Donc on en parle par rapport à l'expérience. Puis après, à quelque chose de plus... autour des médias, donc la narratologie transmédia, ça c'est François Simon qui montre comment les marques finalement existent dans différents canaux et construisent des univers narratifs plus que parfois des récits. Ensuite, on a des questions très intéressantes autour de l'opéra, mais qui se posent pour d'autres secteurs. C'est qu'est-ce qui se passe en réel, quand on est là, dans un amphi ou dans un opéra, et qu'est-ce qui se passe quand on est face à un écran, streaming, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les marques. Et là, c'est sur la consommation culturelle. Ensuite, on a des choses sur les objets connectés, les expériences syncrétiques et leur design. Alors ça, c'est le festival Hellfest et comment l'analyse de ce festival a donné naissance à ce concept d'expérience syncrétique. Je n'en dirai pas plus. Hein. Le chapitre est très agréable à lire. Et puis aussi, alors Tony Valentini, qui a passé, donc un docteur, qui est docteur maintenant et qui a beaucoup réfléchi à l'usure des contextes physiques, hein, de scénariser des lieux de distribution par la théorie de l'assemblage. Voilà, après, moi, je me suis lancée dans une réflexion autour de l'expérience collaborateur, expérience client. S'agit-il du même combat? Et puis, on a aussi le drive avec Tatiana Henriquez. Et puis, alors, le questionnement fort aussi, est-ce qu'on peut mesurer l'expérience? Il y en a qui pensent que oui, que les échelles permettent de mesurer l'expérience. Et on les cite hein, dans les articles. Et puis, il y a des gens, plus Consumer Culture Theory, qui pensent que ça s'étudie, mais ça ne se mesure pas forcément, étant donné que c'est subjectif. Et c'est amusant, et je voudrais conclure là-dessus. Alors, j'espère vous avoir donné envie de le lire, hein, parce que c'est ça qui est important pour nous. On les écrit, ces livres, et puis après, est-ce qu'ils sont lus, est-ce qu'ils stimulent c'est ça qui est intéressant. Mais juste pour faire un pont, ce qui est amusant, c'est que Maurice Holbrook a de la famille à Strasbourg. Donc, moi, il revient en juin, d'ailleurs. J'ai eu le plaisir de le rencontrer. C'est même absolument délicieux. Enfin, connaissez probablement aussi directement. Mais voilà, pour moi, c'est un pont parce qu'on parle avec Maurice Holbrook et il est extrêmement accessible. Et puis la chaire continue aussi son chemin. Et là, récemment, on a un workshop sur le Web 3. Donc, je pense, voilà, on est dans une tradition autour de l'expérience qui, effectivement, 82, hein, c'est si loin. Et en même temps, on voit que le concept, en parlant avec les jeunes pousses du Web 3, les start-upers, que les NFT, le métavers, la blockchain, ça crée de nouvelles expériences. Le concept est toujours utile, donc c'est une unité d'analyse du vécu humain, c'est une unité d'analyse de l'offre que les organisations peuvent faire ou que les technologies créent. On a parlé de ChatGPT, c'est encore... Voilà, donc on pense que c'est un concept qui est qui a encore de l'avenir devant lui, qui est très, très fructueux. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Hein, tous les co-auteurs étaient ravis. Merci beaucoup pour ce prix. Ne quittez pas, vous allez avoir votre Okay. prix et votre diplôme. Ah oui, c'est la photo, là. Remise par André Torgman. Les photos, voilà, les photos. Alors c'est le collectif, hein, avec deux auteurs principaux. Donc il doit y avoir 2 feuilles.
2 prix et une seule médaille partagée en 2. Vous mettrez la médaille en NFT, hein, avec une blockchain pour que personne ne vous la vole. Alors, si, au premier rang. Là. Ah, il est arrivé. Il est là. Il a réussi à... Bien. Et le deuxième prix, qui cette fois-ci est individuel, est décerné à Monsieur Adari pour un bouquin qui s'appelle Communication et marketing responsable et qui s'attache en large partie à la position du marketing et de la communication traditionnelle vis-à-vis du RES. Comme nous sommes pressés, je vous laisse la parole. On n'a pas trop pressé, moi. Non ? Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Président du jury, Monsieur Torgeman. Je vais essayer de... Bon, on m'avait proposé de faire un PowerPoint, je me suis dit qu'après 18h30, ce n'était pas des choses qui se faisaient, donc on va rester sur les mots. Ce prix, je vous remercie, et à la fois ce prix m'honore, il m'engage. Je reviendrai sur ce deuxième partie à la fin, sur en quoi il m'engage. La réflexion sur ce sujet, pour moi, il est venu d'un premier livre que j'ai écrit en 2012 sur la norme ISO 26000. La norme ISO 26000, d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à la télécharger, à la lire, éventuellement à lire mon livre sur la norme ISO 26000. Elle a, voilà, typiquement un produit purement français, européen, pensé, voulu par l'Europe, signé par 99 pays, une vraie opposition à on parlait de la norme B Corp. Réellement, il y a des oppositions culturelles sur les normes. Et donc, je pense que si vous avez l'opportunité, devenez militant de la norme ISO 26000, qui est une norme européenne. Et chemin faisant, cette norme, je me suis dit, mais il faut absolument appliquer ce sujet-là de la RSE à ces deux champs que sont la communication et le marketing, dans lequel je navigue, à la fois comme avec un pied académique, je donne beaucoup de cours, et comme praticien, je vais y revenir. Et donc, je me suis dit, il fallait absolument donner un cadre RSE à ces deux fonctions, parce que d'abord il y a des tensions extrêmement fortes sociétales, les citoyens réclament, les ONG réclament des comportements plus éthiques et plus responsables. Les piou-piou, les gens en licence 3, en M1, en M2, ne veulent plus faire ces métiers-là, parce qu'ils veulent être du côté des solutions et pas du côté des problèmes. Le législateur, chaque jour qui passe, encore la semaine dernière, une nouvelle directive européenne, en bon français, qui s'appelle Green Claims, va être opérée bientôt en France. Ça va être extrêmement... Donc nos métiers sont régulés. Donc si on ne bouge pas, on disparaît. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai été rattrapé évidemment par mon métier, le même que Hélène, puisque moi j'ai créé en sortant, alors moi je suis un pur produit académique de Sorbonne Université, et je le revendique d'ailleurs, j'ai créé en sortant de mes études un cabinet d'études qui s'appelle Occurrence, qui vient d'être racheté et donc d'être rapproché par IFOP. Et donc mon métier c'est compter, c'est mesurer. Donc moi, ma formation de base, c'est la philo, mais mon métier chaque jour, c'est de compter. Donc j'ai fait un peu les deux dans ce livre. Et donc, un des points probablement différenciants de regard sur la RSE qu'on peut avoir par ailleurs, que j'ai mis dans ce livre, c'est chevillé au corps la phrase de Niels Bohr, qui est un grand physicien danois, qui disait « Ce qui ne se mesure pas n'existe pas ». Je me suis dit, ce qu'il faut faire pour absolument ne pas être dans le blabla, c'est compter, c'est ramener de la science, ramener du tableau Excel dans un sujet qui, a priori, est plutôt un sujet, comme on dit, de storytelling. Donc, l'idée était de se dire, est-ce qu'on peut faire en sorte que
les impératifs de retour sur investissement, d'efficacité légitime hein, qu'on demande à ces deux métiers puissent être compatibles avec les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. Est-ce que c'est possible que ça soit compatible ? Et parfois, ça ne l'est pas du tout. Enfin, à la base, ça ne l'est pas. Pour juste vous donner un exemple, si ce soir, je fais une petite vidéo rapide avec mon smartphone, voilà, que je suis très doué, donc que j'ai une science des réseaux sociaux, je vais avoir pour pas cher beaucoup de retours sur investissement. Mais imaginons que j'ai 10 000 vues avec cette petite vidéo. Est-ce que j'assume le bilan carbone des 10 000 vues ? Parce que c'est moi qui les ai générées. Hein. Si je ne fais pas cette vidéo, il n'y a pas 10 000 vues. Donc, voilà. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, quand je dis il faut absolument trouver ce sujet-là est devant nous et il n'est absolument pas simple à traiter. Et toutes les formules, abracadabra, formules magiques, etc., je vous en citerai une ou deux, qu'on peut voir, on doit remettre de la science dans ce sujet. Voilà. Et donc c'est pour ça que je suis très fier que ce soit l'Académie des sciences commerciales qui me remette ce prix, parce que c'est exactement ce que je souhaitais en faisant ce livre. Et donc, avec beaucoup d'humilité, hein, je tente de dessiner une équation. Depuis le 19e siècle, fin du 19e siècle, on a quelque chose qui s'appelle le fameux optimum de Pareto. Est-ce qu'on peut dessiner un optimum de la communication et du marketing responsable ? Est-ce qu'on peut trouver ce point et le calculer, ce point d'équilibre entre efficacité, performance et non-dégradation des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux ? Est-ce que c'est possible ? C'est ça que je me suis attaché à faire, puisqu'on est quand même dans des métiers qui, à peu près depuis 100 ans, le marketing et la communication, sont responsables, il faut se le dire, on est responsable de la narration, du récit de société, qui est globalement qu'on peut résumer en consommer, c'est le kiff, surconsommer, c'est le surbonheur. Voilà, et ça, c'est plus totalement compatible avec juste la suite de la vie sur Terre. Donc, pour moi, un des pères fondateurs de nos métiers du marketing et de l'influence, c'est Édouard Bernays. Voilà, si vous n'avez pas l'occasion de connaître Édouard Bernays, je vous invite à vraiment vous pencher sur son livre aussi, qui s'appelle Propagande. Il a une petite phrase qui résumait son métier à l'époque. Il disait « Mon métier, c'est de souffler aux gens des rêves avant qu'ils les aient rêvés ». Donc je le résume en disant notre métier depuis plus de 100 ans, c'est de proposer, de générer des envies là où il n'y a même pas de besoin. Et générer des envies là où il n'y a pas de besoin, c'est pas compatible avec des ressources limitées sur la planète. Donc il y a eu des tentatives après mai 68 qu'on appelait le démarketing, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je reste optimiste. Donc c'est un livre optimiste, c'est un livre combatif et optimiste. Il y a, dans une des dernières manifestations contre le réchauffement climatique, il y avait une jeune femme qui avait une pancarte qui disait « Le monde de demain sera sombre ou sera sobre ». Et donc, c'est un des sujets que j'aborde, c'est est-ce qu'on peut faire du marketing et de la communication sobre ? Et c'est quoi ? C'est quoi du marketing sobre ? Parce que ce joli mot de sobriété qui devient très 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 glamour, hein, vous avez vu, on l'emploie beaucoup, abondamment, etc. Moi, j'essaie d'affronter dans le livre un autre mot beaucoup moins sexy, si vous me permettez, qui est, et je dis affronter, hein, le mot, c'est les renoncements. Il n'y a pas de sobriété sans renoncement. Donc à quoi le marketing et la communication sont prêts à renoncer au nom de cette sobriété ? Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est bien la difficulté. Et évidemment, je veux dire à renoncer volontairement, parce qu'on va renoncer, mais c'est la loi qui va nous faire renoncer. C'est la régulation. Donc, une autre phrase aussi qui est un mot un peu que j'aime bien prononcer parce qu'elle c'est des mots faciles et justement c'est tout le contraire d'essayer de faire un livre justement pour essayer de ne pas esquiver les sujets difficiles. Il y a une grande phrase qui aujourd'hui redevient très très à la mode qui est qu'il faut faire moins mais mieux. Voilà, moins mais mieux. Ça aussi, phrase performative, on a l'impression que quand on le prononce c'est abracadabra, il suffit de le prononcer pour que ça se passe. D'abord, pour l'anecdote, c'est amusant parce que c'est aussi dans un discours un peu libéral qu'on retrouve un peu cette phrase « moins mais mieux ». On le retrouve dans des... Et en fait, cette phrase, à la base, la première, celui qui la rend un peu célèbre à l'époque, on est le 4 mars 1923, et c'est un certain Lénine qui pose cette phrase sur la planification agricole. C'est intéressant de voir la vie des mots comme ça. Mais donc, dans mon livre, j'essaye de voir comment on peut faire moins mais mieux. Et en fait, faire moins mais mieux, à nouveau, ça sous-entend de la donnée. Voilà.
moins à combien, qui a le thermomètre, comment on mesure, qui a la balance. Et c'est tout le sujet d'essayer de proposer des méthodologies pour vraiment rentrer dans quelque chose de plus actif et de plus combatif, et pas simplement de se promener avec des mots qu'on croit un peu magiques. Et puis, je vous disais que j'ai écrit pas mal de bouquins, en effet, voilà, j'en ai à mon 12e ou mon 13e, mais celui-ci, il a quelque chose de particulier, c'est pour ça que je vous disais, il m'engage, c'est que c'est vraiment, avec beaucoup d'humilité, c'est le premier livre qui a autant d'impact réel dans un secteur par rapport à tous ceux que j'ai pu rédiger. Depuis, il y a un Master 2 qui s'est créé dans une université sur la communication responsable. Il y a plusieurs thèses, moi j'accueille par exemple une CIFRE aujourd'hui, qui travaille sur le marketing responsable. Une CIFRE, donc vous voyez ce que c'est une CIFRE, hein, c'est une personne qui fait une thèse, mais avec un protocole d'études dans l'entreprise. Grâce à ce livre, je suis qualifié pour être dans un groupe de travail sur quelque chose qui s'appelle l'Observatoire de la communication à impact positif. Donc vous voyez, il se passe vraiment des choses que je trouve très transformatives. Donc je vous remercie. Voilà, en juin, par exemple, même chose, va se tenir à Paris le premier congrès de la communication et du marketing responsable. Donc vous voyez, il se passe vraiment des choses très concrètes. Et c'est quand on pense qu'un livre est seulement immatériel, on se trompe, je pense. Parfois, il peut y avoir des bonnes surprises, des choses très matérielles qui arrivent. Donc, si à un moment donné, parce que c'est pas simple de transformer des secteurs, voilà, parfois c'est même un peu violent, tout le monde n'a pas envie du tout de se transformer. Donc si je devais fléchir, un peu me désespérer, je repenserai à ce soir, je repenserai à ce prix, et je vous remercie. Ah oui. Président Torgeman. Jean-François, tu veux rajouter quelques mots? Non, je n'ai rien à dire. Bon, parfait. Donc, peut-être, si vous le voulez bien, profiter des auteurs et autrices qui sont encore là pour faire une rapide session de questions. On a la chance d'avoir quand même des cerveaux éclairés. Je suis sûr que vous avez des questions. Monsieur, au premier rang. Alors, attendez, je vais vous donner un micro d'abord. Deuxièmement, l'inbound marketing, dans le dictionnaire de l'Académie, qui regroupe 8000 mots et expressions, traduites en 4 langues, l'inbound marketing est traduite en marketing entrant, je crois, ou quelque chose comme ça. D'abord, je voudrais remercier l'Académie des sciences commerciales. Je fais un aparté, j'ai été le lauréat de l'Académie l'année dernière, avec un livre qui s'appelle « De l'inbound marketing à l'ABM ». Les nouvelles routes du marketing. Donc je vous remercie et je remercie le jury. Pardon ? Et je vais simplement susciter l'envie parce que je suis en train d'écrire un nouveau livre qui, j'espère, peut-être aura l'honneur de vous intéresser. Mais je reviens. Donc je reviens à ma question et au thème. Donc je suis un pionnier et un expert de l'inbound marketing, c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Et je voudrais m'adresser à l'homme de communication, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, mais vous n'avez pas parlé du nudge marketing. Alors le nudge marketing, c'est l'art justement d'inciter les gens par eux-mêmes à avoir une telle ou telle action. Je voudrais juste raconter une petite anecdote, mais d'une minute, qui est assez drôle. C'est arrivé à l'aéroport de Schiphol, qui a créé, enfin c'est là où on a créé le nudge. C'est-à-dire que les services administratifs de Schiphol trouvaient qu'il y avait des dépenses extraordinaires dans les urinoirs, parce que les gens ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire de manière très directe lorsqu'ils allaient uriner.
Et donc, il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée, non pas de dire « il est interdit de faire ceci, il est interdit de ne pas uriner à tel endroit », mais il y a eu un graphiste qui a dessiné une petite mouche noire dans les lieux d'urinoir. La dépense des administratifs a baissé de 30%. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Vous avez peut-être une question ? Non, alors la question c'est, que pensez-vous du nudge marketing ? La question est posée à M. Assari. Allez. Oui, le nudge, en plus, en France, est très développé par nos confrères de BVA, rendre à César ce qui lui appartient. La difficulté, en tout cas du nudge, en effet, en gros, petit coup de pouce pour passer de ce qu'on, si on veut mettre un peu des mots aussi un peu intello, passer de ce qu'on appelle les effets cognitifs aux effets conatifs, c'est-à-dire les effets de connaissance, vers des effets de comportement. La difficulté que l'on a ici sur les sujets de transformation par rapport à ces enjeux sociétaux, c'est d'abord la dimension massive, c'est-à-dire que c'est pas on est sur des transformations, je ne voulais pas employer ce mot-là, mais radicales. Donc vous voyez la radicalité de ce que ça peut. Et on est sur des transformations où on va devoir totalement opérer probablement de nouveaux modèles économiques. On va devoir, et donc le nudge risque d'être un élément coup de pouce, mais à mon avis peut pas malheureusement être suffisant pour qu'on accepte des changements de comportement qui sont durs. En fait, aujourd'hui, les métiers du marketing et de la communication sont plutôt en rébellion vis-à-vis de ce sujet-là parce que c'est, encore une fois, c'est violent. Là, je vous donne un exemple, encore un. Expansience, le grand laboratoire pharmaceutique, par exemple, vient de refaire son site web et il le veut éco-socio-responsable pour baisser l'impact carbone de son site web d'un quart, de 25%. Eh bien, ils ont été obligés de ne mettre sur ce site web aucun moteur de recherche, aucune newsletter, aucune vidéo. Donc, vous comprenez que les métiers, les gens qui font de la vidéo dans le monde de la com et du marketing, je pense qu'il y en a 50 000 en France. Si on est en train de leur dire que pour gagner la bataille du carbone, en fait, on ne va plus faire de vidéo, c'est des changements qui vont être... et probablement ce site, d'ailleurs, dans quelques mois, ils vont découvrir qu'ils sont mal référencés dans Google. Donc, ils vont dépenser encore moins de carbone parce qu'ils n'auront pas de visiteurs. Et donc, à nouveau, on reviendra sur « Ah, mais alors, est-ce qu'on veut de la performance ou est-ce qu'on veut sauver la planète ?» Et donc, mais je suis d'accord avec vous que le nudge, c'est le coup de pouce, ça peut aider, on l'utilise aussi, il y a des petits, c'est assez amusant sur les poubelles, pour que les gens jettent leurs poubelles, pour que les gens prennent l'escalier plutôt que l'ascenseur. Il y a plein de petites expérimentations, souvent dans les collectivités locales d'ailleurs, qui font des choses très bien à une échelle locale. Mais c'est vrai que là, la dimension de transformation est tellement violente, tellement haute, qu'il va falloir certainement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la loi qui nous régule, qui nous oblige, mais on aura certainement besoin et de nudge, et de loi, et surtout de beaucoup de formations pour transformer les nouvelles générations qui arrivent et qui vont d'emblée être responsables, compatibles, de série. Oui, pardon. Ah, pardon. Oui. Coup de coude, parfois traduit coup de coude. Bon, en tout cas, un truc sympa, quoi. C'est du coude. C'est engageant. Alors, une autre question ? Si je peux me permettre. Mais avec plaisir. On a le temps. On a le temps, fallait pas me dire ça, je suis bavard. Dans 5 heures, non, alors, encore. Attendez. Alors, demain matin, 8h. C'est une séance de questions et non pas de déclarations. Alors, la question doit être courte et précise. Elle est simple et brève. J'ai beaucoup d'émotions parce que... Donc déjà, là, je ne réponds pas du tout à votre demande parce que je fais n'importe quoi. Non, je suis ancien élève de l'ESCP. Je ne suis pas revenu ici depuis 24 ans et j'ai franchi la porte avec beaucoup d'émotions. Vous êtes le bienvenu. Voilà, donc j'y reviens avec plaisir. Bref, je suis directeur marketing avec son PIO de formation et de parcours. Et puis j'enseigne aussi, notamment à l'ISC à Paris, avec beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai 46 ans, je ne sais pas si c'est jeune. Je vous coupe une minute. Ouais. L'ISC, où depuis 2 ans et demi existe un Master of Science qui s'intitule Communication et Marketing Responsable. Dont Lauriane, à mes côtés, est une des représentantes brillantes. Représentée ici. Et ça m'intéresse parce que moi j'enseigne dans ce MSC, je me pose la question, est-ce que je suis légitime ?
Moi, j'ai bossé chez P&G, chez Danone, chez Yoplait, chez General Mills, chez Marie. J'ai vendu des tonnes. Il faut demander ça à notre ami Non, mais Assari. c'est intéressant, c'est intéressant. On est tous dedans, d'accord? Donc, moi, j'ai eu 20 ans de PNL avec des volumes, du chiffre d'affaires, du REX, ok? Et il y avait un peu de RSE à la fin du bilan annuel, hein, d'accord? Et puis, on est tous des consommateurs et des individus et des citoyens, en plus d'être des professionnels, qui que nous soyons. Donc, je me suis retrouvé dans mes contradictions comme tout le monde. C'est toujours nos enfants qui nous poussent à changer, d'accord? Donc, j'ai une fille qui a 19 ans, elle me parle plus depuis 9 mois, pour des raisons personnelles. Mais par ailleurs, c'est intéressant, quand on a eu un rendez-vous d'orientation avec elle en seconde, la personne lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire, Alice, plus tard ?» Elle a dit « Je sais pas, mais je sais ce que je veux pas faire. » Et elle a désigné de la main droite sa mère, mon ex-femme, qui était directrice financière et qui a fait HEC. Elle a dirigé sa main gauche vers moi-même en disant « Je veux être tout sauf directeur marketing en grande conso. » Parce que ces métiers sont à la fois futiles et destructeurs. Merci Alice. Voilà. Donc elle est en socio-philo à la Sorbonne maintenant. Voilà. Bon courage. Et j'assume pleinement cette paternité, mais je pense qu'on se reparlera d'ici 20 ans. Donc non, mais c'est un bon challenge, parce que, enfin voilà, je veux dire, on est... vous disiez tout à l'heure, j'ai 48 ans, c'est ça, si je me souviens bien, 48-50, et dans vos 20 personnes de service appui, il y a un tiers de stagiaires. Donc soit je suis cynique et je dis économiquement c'est très pertinent, mais c'est pas le cas, je suis pas du tout cynique. Soit je dis c'est eux qui ont la réponse. C'est eux qui ont la réponse. Nous on a juste une chose, hein. On a 2 oreilles et une bouche. Mais si on a 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus. Voilà. Et c'est eux qui savent. Voilà. Donc moi j'ai une opinion très personnelle là-dessus. Mes contradictions business, je ne sais pas les résoudre. Je ne sais plus les résoudre. Okay. Donc je suis bête, hein, pardon, j'ai pas fait la Sorbonne, j'ai pas de PhD, j'ai rien du tout. Oh. Voilà. L'ESCP, J'ai arrêté à l'ESCP, j'étais au maximum de mes capacités certainement. J'ai la faiblesse de croire qu'au fond, communication et marketing ne sont jamais que le miroir de la société en face de laquelle elle se produit. Ces disciplines se produisent. Okay, et on dit souvent, on a les patrons qu'on mérite, on a les politiques qu'on mérite, on a, etc., etc. Moi j'ai envie de croire qu'on a le marketing et la communication qu'on mérite en tant que société. Et qu'en réalité, le marketing qui est plutôt en ski nautique derrière le consommateur, ou la communication aussi, s'il se retrouve devant, ça me paraît compliqué. Mais j'ai pas la solution, et je dis ça avec infiniment d'humilité. Alors pour avoir la solution, entretien particulier. 22,90 € aux éditions Duno, un excellent ouvrage. Merci de votre intervention. Avec plaisir. Autre question? Ben voilà. Monsieur Pillot vient de dire que c'est justement nous qui avons la réponse. Et si chaque personne dans cette salle commence à se demander si oui ou non elle est légitime, bah, je pense que ce sera un début en fait de créer ce doute et de se dire, de reconsidérer ce qu'on voit, de reconsidérer ce qu'on fait, et que ce sera le début d'un changement qui sera interne et qui après, au fur et à mesure, prendra justement dans les collectivités locales et puis à une échelle qui sera plus grande. Donc voilà. vous êtes pour vous présenter en une minute, vous êtes... Oui, je m'appelle Lauriane Roy, je suis étudiante à l'ISC Paris dans le programme de communication et marketing responsable et je suis à la base une diplômée de Sorbonne Université également, mais en sciences de la mer. Et j'ai décidé de me reconvertir pour justement avoir un impact et pour avoir des notions en fait en communication que je n'avais pas, parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un problème entre scientifiques et population, du fait que les notions scientifiques qui sont trouvées en ce moment ne sont pas compréhensibles pour les gens et que c'est là que ça bloque en fait aussi en matière de changement. Donc, merci beaucoup. Une autre question, on applaudit ce témoignage de la jeune génération. Peut-être que vous pouvez rencontrer la fille de monsieur. Non, je vous ai... Ah oui, vous rendez le micro simplement. Vous avez peur, hein. Vous avez peur. Vous avez peur qu'il... Faut pas avoir peur. Merci. Bien, autre question, n'hésitez pas. À Hélène, non, sur la transformation digitale, numérique, comme on dit chez nous, ou à d'autres auteurs qui sont encore là. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'on a zappé une médaille, c'est-à-dire qu'il nous avait averti qu'il n'était pas là, c'est qu'il y a une médaille qui a été attribuée à un ouvrage sur le luxe aussi. Hein. Mais je ne crois pas que l'auteur soit là. Ah, ben c'est encore... Ouais, bravo. Alors, ben écoutez, peut-être que
Alors, je ne sais pas si Jean-François veut rajouter 2 mots. Ne bouge pas, je t'amène un micro sur le... Je dis tout à l'heure ce qu'il avait à dire sur ce bouquin. C'est un très bon bouquin, il en a fait plusieurs. Celui-là est très intéressant. Alors, il y a eu tout à l'heure un petit misfit dans la distribution des médailles et des prix. C'est-à-dire qu'une médaille qui vous était attribuée a été donnée à quelqu'un qui avait un prix. Donc, on ne va pas vous donner le prix. Donc, on essaiera de rattraper ça et de vous envoyer la médaille que vous méritez, enfin que l'auteur mérite. Voilà. Merci infiniment. On vous applaudit. Je voulais juste vous dire un mot du livre en 1 minute, puisque ce livre fait suite effectivement au Luxe demain. Et entre-temps, il y a eu le Covid, on en a déjà parlé ce soir. Et les 3 auteurs avaient très envie de montrer toute la révolution qui était en train de se passer, justement sur les questions qu'on vient de voir aussi de durabilité, d'engagement. Et les marques du luxe sont à la fois sur le devant de la scène et mises face à leurs responsabilités. On l'a vu aussi pendant toute la réforme des retraites, sur tout ce qui se passe devant les sièges des grandes entreprises. La France est en première ligne et l'Europe aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle bouge aussi, il y a des choses qui se passent. La communication responsable les touche de plein fouet également. Et c'est un vrai travail d'enquête de chiffres aussi, parce qu'on voit tous les comptes épluchés de ces sociétés. Donc voilà, simplement pour vous aider un petit aperçu. Bien sûr, lisez-le si l'industrie du luxe et tout ce qu'elle engage comme salarié et comme entreprise derrière vous intéresse, sans compter tous les fournisseurs, les matières premières qui sont des vrais sujets aussi maintenant. Merci. C'est l'un des 3 bouquins qui traitait d'un secteur. Là, c'est le secteur du luxe. Il y a un bouquin sur le marketing international du sport. C'est aussi un produit vendu. Et il y a un bouquin sur la culture, sur les produits culturels. C'est d'ailleurs des spécialités un peu françaises. On ne trouve plus de bouquins sur d'autres sujets, sauf Blablacar. Oui, on peut dire qu'on a déjà récompensé pas mal de bouquins sur le luxe, hein, deux à ma connaissance, hein, dont un Non, mais c'est notre spécialité. de Cap Ferret. Elle est connue par tout le monde. Tant qu'il y aura en France des milliardaires, comme dirait l'autre. Alors, dernière question, si vous voulez bien. Non? Écoutez, peut-être que le président Torjoine veut dire un mot de conclusion. Quand je disais en introduction que le monde change et nous change, je crois qu'on en a eu l'illustration avec tous ces ouvrages qui décrivent ce monde qui change. Mais il y a une chose qui ne doit pas changer, c'est l'Académie des sciences. Et elle ne doit pas changer parce que moi j'observe, et je ne suis pas toujours présent et pas présent, mais j'observe quand même tout ce qui est fait par l'Académie des sciences commerciales, que ce soit par les membres de l'Académie sur le dictionnaire, mais aussi par le travail sur les prix, par Jean-François Bosse, par Marc Benoun sur les prix télévisuels aussi, et par ce président qui est d'un dynamisme incroyable. Et je dois vous dire à la fois ma reconnaissance, mon admiration et vous féliciter pour le travail que vous faites, parce qu'en réalité, ces prix, ils ont de l'importance. Le prix auquel j'ai été le plus sensible, moi, c'est celui que j'ai reçu il y a 40 ans, et c'est probablement celui qui m'a permis de faire l'avancée que j'ai pu faire dans ce domaine-là et dans l'enseignement. Donc, c'est un travail important, et je suis, pour ma part, très heureux que vous le poursuiviez avec beaucoup d'implication, d'engagement, de générosité, parce qu'il faut de la générosité pour faire ce travail. Donc, faites juste, ne changez pas. Merci. Je viens de parler précisément des prix télévisuels. Donc, depuis 2 ans, on délivre également des prix aux documentaires publiés, transmis par les télévisions. Micro. Ah, pardon. Micro. Oui, je disais que depuis 2 ans, hein, c'est la 2e année, la 3e va arriver bientôt, puisque ça se passe en septembre. On distribue. Alors tout ça est piloté par Marc Benoun aussi, qui a consacré beaucoup d'énergie. Voilà, donc si vous voulez bien noter sur vos agendas,
en septembre. On s'y prend dès maintenant. Ça se passe dans le cadre du salon SIEC, qui est le salon de, je crois bien, c'est Thibaut, de l'équipement commercial, c'est ça? Et voilà, si vous voulez noter, ça sera de la même tenue, avec déjà, puisque... Oui. Bon, 16h, mais il y aura une convocation... Bon, alors notez 16h sur l'agenda. Très très bien. Écoutez, merci. Je crois que ça vous a donné un aperçu de la façon dont on travaille à l'Académie, avec nos publications hebdomadaires, des groupes de travail sur différents domaines, sur les cybermonnaies. On a un groupe de travail important en vue d'éditer un prochain livre blanc sur le commerce de centre-ville et de proximité. On est toujours à l'intersection de l'académique et des entreprises et on tâche de maintenir ce cap. Merci de votre présence. Et maintenant, sauf erreur, un cocktail nous attend. Alors, notre ami nous dit non. Alors, est-ce que tu as deux choses encore à dire avec le slide suivant? Ah, pardon. Oui, alors c'est Yves Soulabaille, qui est vice-président de l'Académie et qui a travaillé sur ces slides. Retrouvons-nous. Il a raison. Il rappelle que nous avons un merveilleux site dont il est l'architecte, sur lequel vous trouvez toutes nos publications. Depuis 4 ans, par exemple, 150 articles écrits par nos membres. Et puis le dictionnaire, qui est sans doute, en France, alors on se demande pourquoi garder un dictionnaire à l'heure de Wikipédia notamment. Eh bien, on pense qu'on fait quand même œuvre utile. En tout cas, il y a des tas d'utilisateurs, notamment dans le monde universitaire et dans des pays francophones, avec une commission de dictionnaire qui se réunit et qui essaye de courir après les mots anglo-saxons notamment, qu'on essaie de traduire en français de façon correcte. Et avec une ergonomie qui est exceptionnelle, je vous conseille d'y aller, qui peut corriger les fautes, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, si je reviens en arrière, qu'on prépare un wiki, qui sera sans doute le premier wiki du commerce en France, en tout cas d'une telle ampleur, et on a une maquette qui est déjà très prometteuse. Voilà ce que je pourrais vous dire. Est-ce que j'ai oublié autre chose, Yves? Non? Ça se passe là-bas. Alors c'était prévu, donc on a pris un peu d'avance, c'était prévu à 20h, peut-être que c'est déjà installé. Merci et à bientôt. Et à tout de suite en tout cas.